On parle sans plus tâter du CAC 40 et de la paire euro-dollar et on retrouve pour cela par téléphone Éric Seban. Bonjour Éric. Bonjour Fabienne. Bon, Éric Seban, c'est Géraldine, mais c'est pas grave. Géraldine, pardon, excusez-moi. Il y a trop de monde. Vous êtes trader et coach chez Perceval Finance. Alors, ce matin, le CAC 40 démarre un petit peu assez bas, avec une légère baisse à moins 0,33% et est en dessous des barres de 5500 points. Ça démarre assez bas. Est-ce qu'il y a une raison particulière à votre avis, comment va se profiler cette journée ? Alors, raison particulière, je ne pense pas. D'accord. Je continue à se chercher dans une hésitation sur des points hauts. Rien de très nouveau, en tout cas surprenant pour nous, puisque c'est quelque chose que nous avons anticipé depuis bien longtemps. Ça fait plusieurs fois déjà, plusieurs semaines que je vous dis que le marché avait un potentiel qui était épuisé. Oui. Nous avons eu une période où le marché, le CAC 40, a eu du mal à franchir la zone 5430-40. Qui s'était avéré être un plafond pendant un temps, mais on l'a franchi violemment. Et malgré tout, je vous le disais déjà avant que ça se passe, le potentiel est épuisé à l'approche des 5005. Alors d'abord parce que sur le plan de chartiste, vous avez un double top évident que tout le monde voit, donc il est logique d'anticiper un arrêt des cours à ce niveau-là, c'est ce qui se produit, mais aussi parce qu'en cherchant un petit peu plus loin et en se posant la question de savoir qui pourrait apporter le relais, parce qu'en définitive, pour franchir plus haut, il faut du carburant, et le carburant, d'où peut-il venir ? Alors, globalement, on peut considérer que les gérants peuvent être déjà cet apport de carburant. Oui. Ils ont les capitaux pour pouvoir justement apporter le volume nécessaire et enclencher peut-être une nouvelle dynamique. Le problème étant que lorsque l'on est gérant, à 5005, on ne se met pas à payer le marché sur les plus hauts, à moins d'avoir la certitude que l'on ira chercher au moins 5700. Et dans le contexte actuel, c'est un pari avec une très faible probabilité de réussite. Il n'y a rien dans le news flow, par exemple, qui peut vous amener à imaginer que l'on va avoir cette impulsion. Donc, quand vous regardez du côté de l'euro, avec cette hausse récente, importante. Oui. On a franchi des niveaux qui étaient importants. On se doute évidemment qu'à un moment ou à un autre, ça va peser sur les comptes de certaines entreprises. C'est pas effectivement 5005 qui représente une bonne opportunité d'achat. Alors après, le repli, ma foi, le repli, si vous regardez le graphique en jour, je vous en ai envoyé un d'ailleurs. Oui. Vous pouvez, alors si on regardait ce matin, parce qu'en fait le graphique que je vous ai envoyé hier était encore incomplet puisqu'on était vers 17h ou peut-être 18h. La journée a continué hors séance à faire que le marché est descendu jusqu'à 5480 et ce matin on se maintient sur ce niveau-là. 5480, et c'est simplement, si vous regardez le graphique, un double appui avec la journée du 11 janvier. Donc pour le moment, nous restons dans quelque chose qui est tout à fait logique, une respiration de marché, dans un potentiel épuisé, dans un biais haussier. On ne peut pas encore parler de tendance haussière, le marché est dans un biais haussier. Oui, plutôt. Donc, pardon ? Oui, on est plutôt dans une tendance haussière. Alors, je ne peux plus parler de tendance haussière tant qu'on n'aura pas fait de nouveau plus haut. Pour l'instant, le biais est haussier dans quelque chose qui est le marché n'est pas très directionnel. On peut considérer effectivement du directionnel si on commence à partir de la journée du 3 janvier. Mais c'est dans un contexte qu'il faut ramener d'une manière un petit peu plus large depuis octobre. Donc depuis octobre, on n'a pas une continuité de la tendance haussière que nous avions. Donc pour l'instant, le biais est plutôt haussier. Alors ça veut dire tout simplement qu'il faut travailler en intraday avec plutôt un biais acheteur plutôt que vendre à découvert le marché. C'est un peu plus risqué de vendre à découvert que d'acheter sur des replis, tant qu'en tout cas le marché reste et se maintient au-dessus de 5440. Il faut essayer d'acheter sans trop se poser de questions parce que les probabilités sont de votre côté et que la capacité du marché à rebondir reste intacte tant qu'on reste au-dessus de ce niveau-là. Alors évidemment, c'est toujours un petit peu compliqué d'acheter sur les hauts, je peux le comprendre. Il y a aussi d'autres façons d'intervenir dans cette phase de marché un peu compliquée où effectivement beaucoup de spéculation, parfois peu de densité, pas d'intérêts fondamentaux, d'intérêts directionnels fondamentaux, je parle des gestions. Donc les options qui sont très peu chères parce que vous pouvez constater que la volatilité des options reste faible. On est à 2 jours de l'échéance, la volatilité est faible. Le mois dernier, à l'échéance précédente des contrats futurs, c'était exactement la même situation. Tout le monde se montre méfiant et tout le monde est aujourd'hui quand même assez peu inquiet de la suite des événements, n'anticipant pas en tout cas un gros retracement du marché. Voilà. Donc on peut travailler les options puisque les achats des options en faible volatilité sont des bonnes opportunités justement de se protéger en achetant par exemple des puts lorsqu'on est sur le haut pour pouvoir faire des achats de futurs dans la journée en étant couvert. Voilà. Donc vous conseillez d'acheter même si c'est plutôt haut? Oui, faire des options. J'utilise j'achète des puts
Oui. Protéger éventuellement des achats de futurs dans la journée. Moi, je ne le fais pas. Je ne suis pas inquiet du tout sur la possibilité du marché, sa capacité à rebondir tant qu'on est au-dessus de 5440. Donc, je n'ai pas l'habitude de couvrir mes positions avec des options. Mais ce sont des choses que ceux qui ne sont pas très à l'aise pour acheter sur les hauts de marché peuvent mettre en place parce que les options étant peu chères en ce moment, c'est une bonne façon de les utiliser. Et l'envol de l'euro, ça ne vous fait pas peur? Parce que plutôt on dit que l'envol de l'euro peut faire peur et craindre au marché européen. Oui, parce que évidemment, forcément, les échanges entre l'euro et le dollar sont l'entreprise, ça va peser sur les comptes. C'est évident à un moment ou à un autre. Et pourtant, vous voyez quand même que le marché, lui, malgré cette hausse, on est quand même allé chercher cette nuit 1,2320. Oui. Nous étions la semaine dernière, mercredi dernier, lorsque j'étais à l'antenne, on était à 19,40. C'est énorme la hausse. Alors évidemment, elle est violente, elle est soudaine. Elle était prévisible ou pas du tout? Pardon? Elle était prévisible, cette hausse? Bah, écoutez, je vous ai transmis un graphique qui reprend plusieurs semaines, oui. Puisque c'est toujours le même en définitive. Je vous propose de le suivre. Chaque mercredi. Voilà, avec les propositions que je fais. Le 13-12, je proposais d'acheter. Le 10, je proposais d'acheter. À chaque fois, vous avez des hausses, comme vous pouvez le voir, qui sont bien structurées, 3 et quelques pourcents, pratiquement 3,20 à chaque fois. Là, l'accélération, elle vient du fait qu'il y avait des stops qui étaient placés, évidemment, au-dessus, juste au-dessus des derniers plus hauts. Il y avait là une barrière à... On a été coupé, j'ai l'impression, avec Eric. De la violence, avec des stops qui se sont déclenchés, avec bon, je vais peut-être pas rentrer dans les détails de ce que je pense vraiment parce que ça se vend yoyote, mais le truc c'est qu'il y a des choses assez curieuses sur l'euro en ce moment, contre le dollar en tout cas, puisque c'est ce que je suis principalement, avec des achats assez structurés, assez similaires, pratiquement mêmes heures. Bref, il y a une vraie volonté d'acheter avec en plus, et ça je le dis depuis longtemps, des hedges qui ont joué la parité depuis le début de l'année 2017, tout le premier trimestre, et qui sont à l'envers. Alors évidemment, il y a un moment où vous avez des vendeurs à découvert qui ne peuvent plus continuer à supporter cette pression acheteuse. Et quelqu'un qui vend à découvert, c'est quoi? Quand il sort de position, c'est un acheteur. Oui. Parce que quand vous avez vendu à découvert, il y a un moment, quand vous sortez de position, vous êtes acheteur. Et donc vous entretenez ce mouvement de hausse. Donc l'accélération, voilà, elle est importante. Est-ce qu'elle était anticipée? La hausse, oui, maintenant, puisque c'était quelque chose que l'on jouait. On jouait principalement des achats sur des replis, c'était ce que je vous proposais, et vous voyez bien que ça a fonctionné. Maintenant, la vitesse à laquelle ça s'est produit, non. Moi, je suis le premier aujourd'hui à vous dire que hier, par exemple, parce que j'étais acheteur, eh bien, j'ai passé la journée à attendre que l'euro redécolle des 1,22, et puis à un moment, j'en ai eu marre, il était 17h, je suis parti, j'ai fermé ma position en gagnant 3 clopinettes. Et puis c'est après que ça s'est produit. Alors c'est comme ça, on n'a pas forcément toujours la vitesse et la gestion du temps en trading, c'est toujours compliqué. Alors on peut avoir un scénario dans lequel on croit, qui est à la limite un bon scénario, mais après la gestion de ce scénario, elle n'est pas toujours aussi facile qu'on le voudrait. Donc voilà, il y a eu cette accélération, il y a eu le retour. Ce matin, j'ai payé à nouveau un 22,10 parce que vous avez une épaule de épaule qui est en train de se former et que j'anticipe effectivement la ligne de coup et le rebond pour la formation de la deuxième épaule. Maintenant, on va voir à quelle vitesse ça va et comment ça va se dérouler. Mais en tout cas, voilà, tout ça pour traduire que tous les achats sur le repli avec l'euro-dollar, je les utilise dans le sens de l'achat pour la revente parce que c'est de ce côté-là qu'on a les meilleures probabilités de réussir. Et c'est ce que je vous dis depuis des mois maintenant, puisqu'on se parle depuis quelques années maintenant sur Téléfinance. Exactement, chaque mercredi. Voilà, donc depuis la fin du premier trimestre 2017, j'ai jamais changé de scénario, je n'ai jamais dit que j'étais vendeur à découvert à aucun moment. Et on poursuit parce que de toute façon, voilà, maintenant c'est bien évident pour tout le monde que l'euro a bien pris du jus. Alors attention, ça ne veut pas dire que j'attends encore à chaque fois des grands écarts. Je reste avec un trading classique, c'est-à-dire que j'ai un trading directionnel, je préfère les marchés directionnels, bien sûr je préfère quand il y a de la volatilité. Quand il n'y en a pas, je m'adapte, mais en tout cas, je cherche toujours à accumuler des écarts. Je prends des bouts de tendance, 40, 50 pips pour chaque point, pour chaque trade, exactement comme je le fais par exemple sur le CAC 40, 20 à 25 points, j'attends pas les grands écarts. 5006 pour la semaine prochaine sur le CAC 40, c'est pas ce que je vise, on est bien d'accord. Chaque repli est mis à profit pour acheter, pour pouvoir revendre 20-25 points au-dessus. Et quand on le fait plusieurs fois de suite, eh bien c'est bien plus lucratif que d'attendre d'acheter au plus bas et de revendre au plus haut. C'est une façon de trader. C'est de l'intraday, voilà, adapté à un marché qui n'a pas forcément beaucoup de volatilité. C'est votre façon de trader? Excusez-moi? C'est votre façon de trader? Oui, en tout cas, c'est celle qu'on enseigne chez Perceval.
D'accord. Et ça consiste justement en quoi, trader? Parce que je ne suis pas sûre que tous nos internautes savent précisément en quoi ça consiste, trader. Trader, c'est acheter, revendre, acheter. C'est en fait essayer de prendre, c'est spéculer, tout simplement. À notre échelle, c'est spéculer. Après, vous avez des personnes qui gèrent des fonds, qui ont des orientations qui sont structurellement haussières, donc qui vont intervenir différemment. Mais disons que le trading, d'une manière générale, c'est plusieurs métiers. C'est l'arbitragiste, c'est le spéculateur, c'est le gestionnaire de fonds. Ces différentes façons d'aborder un marché, trader, c'est faire du commerce en définitive, si vous traduisez en français. Donc on essaye juste, quand la tendance est haussière, d'acheter pour accompagner la tendance. Donc on essaie d'acheter au meilleur prix pour revendre au meilleur prix. Et puis quand la tendance est baissière, on peut, et c'est là l'intérêt, ce qu'on ne peut pas forcément faire lorsqu'on a une boutique, eh bien c'est de vendre dans le marché à découvert pour le racheter un peu plus bas et gagner sur la différence. Voilà, c'est une activité un peu particulière, pas toujours facile à comprendre, mais en définitive, qui repose sur des bases assez simples, parce qu'en définitive, ce que l'on cherche, c'est à faire un peu la même chose que la masse. On essaie d'accompagner le mouvement, le sens dans lequel le plus grand nombre des investisseurs se positionnent. Alors ce sont des réflexions, des anticipations, des prises de risques, et tout ça se mesure et ça prend avant toute chose, parce que rentrer sur les marchés financiers, un petit peu comme on va gratter du tac au tac, là c'est évidemment une chose à proscrire, même si malheureusement on le voit souvent. D'accord. Merci Éric Seban pour tout cet éclairage et pour ces explications. Je rappelle que vous êtes trader et coach chez Perceval Finance.